Aujourd'hui, nous allons parler de la charte de Kurukanfuga. Vous connaissez l'empire du Manding. C'est l'un des plus grands empires et elle a été première puissance mondiale pendant des siècles. Cet empire était régi par une charte, une constitution qui a été votée en 1236, c'est-à-dire plus de 700 ans avant la première déclaration officielle des droits de l'homme faite par l'ONU en 1948. Vous allez comprendre que ce peuple était très organisé. Ils avaient des lois qui régissaient l'aspect économique, l'aspect politique, les échanges et même la protection de l'environnement, sans oublier les droits de la femme. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir certains articles que j'ai recensés de cette fameuse charte afin de vous faire comprendre combien de fois nous étions organisés avant l'arrivée des Blancs esclavagistes ou avant la colonisation. Salut, moi c'est Sekou Fresh King, bienvenue sur ma page Histoire Afro et Vérité. Si vous venez d'arriver, je vous invite à faire trois choses. Premièrement, likez avec le petit pouce. Abonnez-vous, activez la notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Comme je le disais tantôt, la charte de Kurukanfuga est la première déclaration universelle des droits de l'homme. Évidemment, car cette charte a été mise en place en 1236, soit 700 ans avant la déclaration officielle des droits de l'homme faite par l'ONU en 1948. Elle a été mise en place en tenant compte de tous les aspects de la vie des Mandinka, les habitants de l'empire du Manding. Donc elle régissait les lois d'ordre sociologique, d'ordre économique, financière, et même il y avait des lois qui parlaient de la protection de l'environnement. Dans cette vidéo, j'ai recensé 12 articles pour élucider la grandeur de cette fameuse constitution. On va aller pas à pas. La charte de Kurukanfuga qu'on nomme la charte du Manding est une charte qui est composée de 44 articles. Et voilà, on va aller article par article. Le premier article nous parlait de la répartition du peuple. Le peuple était divisé en 4 groupes. On avait les groupes des Tontajon ou les chasseurs, ceux qui portaient le carquois. Ils avaient en charge la protection des hommes et de leurs biens, la protection de la forêt, mais aussi le maintien de l'ordre. C'est un peu l'armée et la police à la fois. Il y avait les Mansassi, c'est-à-dire les familles princières. C'était eux, au fait, les chefs. Et on devait les respecter parce qu'ils venaient d'une lignée noble. Il y avait la famille des Morikanda ou les Mori. C'était les garants, voilà, les marabouts. C'est eux qui étaient chargés d'enseigner l'enseignement de l'islam parce que voilà, le Manding a été islamisé depuis cette époque en fait, et il participait à l'enseignement de l'islam mais aussi à certains comportements, voilà, le bien-être social, la moralité et tout ce qui était lié à cet enseignement. On avait aussi les Nyamakala qui étaient les ouvriers et voilà, ils étaient là. C'était des forgerons, des pêcheurs, voilà, la classe ouvrière en quelque sorte. Maintenant, on va prendre l'article 4 de cette fameuse constitution qui a réparti encore le peuple en des tranches d'âge qu'on appelle serrés. Et chaque tranche d'âge avait un représentant, un chef. Et cela facilitait la communication et ça évitait les conflits de génération. Maintenant, les tranches d'âge qui étaient, voilà, les jeunes au fait, les plus proches des adultes, prenaient part à certaines prises de décision. Maintenant, on va venir à
l'article numéro 5 que je crois être l'une des plus importantes. Dans cet article, il est dit que une vie peut être ancienne qu'une autre, mais une vie ne vaut pas mieux qu'une autre. C'est-à-dire, tout citoyen, tout être humain a droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. On ne doit pas battre quelqu'un ou le maltraiter, on ne doit pas le tuer. Et la loi qui était là pour tuer contre les gens qui tuaient, c'était la mort. Donc si tu tues quelqu'un, quel que soit son statut social, quel que soit son rang, même si c'est ton enfant, si tu le tues, tu seras tué. On avait l'article 7 qui avait une mission d'ordre social et de maintien de l'harmonie qu'on appelle le Sanankuya ou le cousinage à plaisanterie. Voilà, on savait que certaines familles ne s'entendaient jamais, il y avait tout le temps des conflits entre ces familles. Donc on a instauré le Sanankuya, ça veut dire que vous pouvez plaisanter. Ton Sanaku peut se moquer de toi sans que ça ne soit une bagarre ou une palabre. Ton Sanaku peut venir chez toi, prendre ce qu'il veut de tes biens sans que ça ne te dérange. Et quel que soit l'âge, ton Sanaku, tu dois le respecter, même si tu es 10 fois plus âgé que lui. Tu ne dois pas l'offenser, c'était une alliance au fait. Tu ne dois pas le blesser, tu ne dois pas le faire du mal et tu dois accepter tout ce qu'il va te faire. Ça faisait que les conflits arrêtaient. Et l'article qui suit disait que Sundiata Keita, que les Keita sont déclarés Sananku de tout le Manding. Donc c'est un roi humble. Vu qu'il était roi, il pouvait dire que non, personne ne doit moi me faire le Sanakuya. Mais il a fait le contraire en disant que les Keita sont les Sanaku de tout le monde au Manding. Tout le monde peut s'amuser avec un Keita. Tout le monde peut blâmer un Keita. Tout le monde peut venir chez le Keita faire ce qu'il veut. Et je vais venir aux deux articles qui parlent des femmes. Les trois articles même qui parlent des femmes. On a l'article 14 qui nous dit « N'offensez pas les femmes, ce sont nos mères ». Donc, dire que battre les femmes, les maltraiter faisait partie de nos coutumes, c'est faux. C'est archi faux. On respectait la femme parce que la femme donne vie. Et nul n'avait le droit d'offenser ou de maltraiter une femme. Sinon, tu aurais été puni par la loi. Il y a l'article 15 qui nous dit ne battez jamais la femme d'autrui. C'est-à-dire, quand une femme mariée te fait quelque chose, tu n'as pas le droit ni de l'insulter, ni de la battre. Tu dois faire appel à son mari qui a le droit nécessaire de la punir comme il faut. Il y a l'article 16 qui dit que les femmes doivent être représentées dans les prises de décision. Elles doivent être associées aux prises de décision. Aucune assemblée n'a le droit d'être sans femmes. Donc, toutes les prises de décision majeures de l'État, les femmes faisaient partie. Et toutes les couches sociales aussi étaient associées. Comme je l'ai dit précédemment, les jeunes étaient associés, les adultes, les vieux et les représentants de chaque village. Parce que le Manding est une forme d'État fédéral. Genre, il y avait des villages, des royaumes qui se sont unis et ont mis en place cette charte. Et l'article 18 aussi qui est important, c'était le droit d'aînesse. Vu qu'au Manding, l'éducation de l'enfant était du devoir de tout le monde. Ce n'est pas parce que ce n'est pas ton fils que tu ne dois pas l'éduquer. Quand tu vois un enfant faire du tort, tu le corriges comme tu peux. Et c'est ainsi que le droit d'aînesse devait être respecté coûte que coûte. Quelqu'un qui a l'âge de ton frère, tu le respectes comme ton frère. Quelqu'un qui a l'âge de ton père, tu le respectes comme ton frère. Voilà. Et on avait aussi l'article 22 que moi je trouve ça très intéressant. L'article 22 disait quoi? La vanité est une faiblesse. L'humilité est une grandeur. Donc que personne ne se glorifie de ce qu'il a comme force. Que personne ne se glorifie de ce qu'il a comme richesse. Que personne ne se glorifie de ses acquis. Donc chacun devait être humble et sociable avec tout le monde.
Maintenant, l'article 23 nous parle du respect de la parole donnée. Quand tu donnes la parole, c'est une dette. La promesse est une dette, comme vous le savez. Et le Mandinka ne jouait pas avec ça. On n'avait pas besoin de faire des engagements écrits et signés. Non, dès que tu donnes ta parole, tu dois la respecter. Encore plus s'il y a un témoin, ça devient voilà, une sorte de corde au cou. Il y avait l'article 34 aussi, qui parlait de l'acquisition des biens. Ça avait un aspect plutôt économique. Et dans cet article, on dit que les biens peuvent être acquis seulement de 5 façons. Par achat, par donation, par travail, par échange ou par héritage. C'est-à-dire, si toi, tu n'as pas acquis un bien en l'achetant, tu ne l'as pas acquis parce que quelqu'un te l'a donné, tu ne l'as pas acquis à la sueur de ton front, tu ne l'as pas acquis lors d'un échange, tu ne l'as pas hérité, c'est que ce bien ne t'appartient pas. Quel que soit un autre moyen, ce n'est pas ton bien. C'est soit usurpé ou volé. Je veux venir maintenant à l'article 39 qui parle du vol. Le vol était sévèrement puni, vu que si tu n'avais pas acquis quelque chose des moyens que je viens de citer, cette chose ne t'appartient pas. Mais il est à signaler que au Manding, assouvir à sa faim n'était pas un vol. C'est-à-dire, je manque de quoi manger chez moi. Aller chez mon voisin, manger des fruits de son arbre ou aller dans sa cuisine, me servir à manger n'était pas un crime. Seulement si tu en apportes chez toi. Genre, tu peux aller dans la plantation de quelqu'un, manger à ta faim et partir. Mais tu n'as pas le droit d'en mettre dans ton sac pour apporter. Là, ça devient un vol. Et cela faisait que ils étaient rigoureux et flexibles à la fois. Par rapport à l'acquisition des biens, par rapport à la protection des biens des uns et des autres. Et maintenant, on va venir aux articles qui nous parlent de la protection de l'environnement. L'article 40 qui nous dit la brousse est le bien le plus précieux de tous, c'est-à-dire l'acquisition publique la plus précieuse. Donc, nous devons la protéger et en prendre soin. L'article 41 vient compléter cela en disant, avant de mettre le feu à la brousse, ne regarde pas le bas de l'arbre, mais regarde la cime. Et tu comprendras combien de temps cette forêt a pris à grandir. Et peut-être que ça va te faire renoncer à ce que tu voulais faire. Donc, tout le monde avait le droit de protéger la forêt, mais surtout les chasseurs, les donceaux étaient garants de la forêt. Et tu étais puni et taxé pour avoir mis un feu de brousse ou coupé un arbre. Donc, l'environnement était quelque chose qui était très important pour eux. Il y a l'article 42 aussi qui parle des animaux domestiques. Chacun devait et était obligé d'attacher ses animaux domestiques en période d'agriculture afin que ça n'aille pas détruire les plantes des autres, le travail fourni par les autres. Mais surtout, c'était une obligation de libérer ces animaux dès que les récoltes finissent. Tu dois les garder chez toi parce que tu n'as pas envie que ça aille détruire ta plantation, la plantation des autres. Mais dès que les récoltes sont faites, les animaux ont le droit d'être libres, de circuler librement, afin de se nourrir, car c'est des êtres vivants aussi. Ils sont un peu comme les hommes, ils ont le droit à la liberté, ils ont le droit voilà, à aller se nourrir où ils veulent. Et maintenant, pour conclure, il y avait l'article 43 qui a nommé Bala Faseke comme médiateur, c'est-à-dire quand il y a conflit entre les différents royaumes de l'Empire, Bala Faseke était libre d'aller faire la médiation. Et lui et sa famille, les Djeli au fait, il était aussi le chef de cérémonie. Donc les Djeli étaient à la fois les médiateurs et les chefs de cérémonie. L'article 44 et le dernier article nous disaient que nul n'est au-dessus de la loi. Cette charte mise en place, tout le monde doit la respecter et la faire respecter. Sinon, tu risques d'être puni par la loi. Donc, si vous avez bien compris dans cette vidéo, vous pouvez faire vos recherches, aller lire les 44 articles
et vous comprendrez combien de fois nous étions organisés avant l'arrivée des Blancs. Combien de fois nous avions les droits de l'homme chez nous. Combien de fois nous n'abusions pas les uns des autres. Donc si on vous fait comprendre que les Noirs étaient des sauvages avant l'arrivée des Blancs ou que nous étions des êtres sans civilisation, répondez-leur que la charte de Kurukan est ancienne que la première déclaration des droits de l'homme de plus de 700 ans. Donc 700 ans avant qu'eux ne déclarent leurs droits de l'homme là-bas et que les lois soient votées, nous on avait déjà ça dans notre quotidien. Et bien avant le Manding, beaucoup plus longtemps, il y avait la Mahat qui vient de l'Égypte, qui est plutôt un mode de vie où l'homme se préserve de faire du mal à son prochain, l'homme se préserve de parler du mal de son prochain, l'homme se préserve d'abuser de son prochain, l'homme se préserve de médire de son prochain. Donc, nous avions ça. Et cette Mahat-là, c'est une loi, c'est des principes qui maintenaient l'ordre aussi en Égypte antique, 3000 à 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc, nous connaissions beaucoup de choses. Nous avions le savoir-être, le savoir-vivre et le savoir se comporter en société. Donc, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à liker en mettant le petit pouce. Abonnez-vous, activez la notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bonne journée, au TEP, au TEP. Ciao, ciao. Au Nico.